entamer cet atelier et cette journée par une intervention de présentation sur les chiffres de l'emploi territorial en Lot-et-Garonne, certes pour notre département, mais surtout dans les 5 départements de la région Aquitaine. Puisqu'on est dans une conférence régionale aujourd'hui, puis après Bruno Hellus s'enchaînera sur le volet national. Il s'agira d'une grande première nationale, la présentation de ce site. N'ayons pas peur des mots. Le site, oui. Les chiffres, eux, par contre, au niveau régional, il ne s'agit pas d'une première, puisqu'il s'agit de la deuxième édition, en fait, du bilan de l'emploi. Et il faut savoir que la 3e campagne, j'en profite pour le rappeler, du bilan de l'emploi au niveau national, démarrera au printemps 2014 avec un mécanisme de centralisation et de collecte des données. Donc, 2e édition, qu'est-ce qui, au départ, a motivé cette volonté de créer cet observatoire, en quelque sorte? Je dirais que, surtout, par les temps qui courent et avec tous les débats qui ont lieu sur les effectifs territoriaux, sur le poids de la fonction publique, sur l'efficacité des services publics, quand on est acteur de ces services publics, en particulier des services publics territoriaux, la première des choses, c'est de savoir se compter et de savoir produire de la statistique au niveau national et au niveau régional sur ces effectifs. Or, ce n'était pas toujours évident parce que entre les bilans sociaux, les données de l'INSEE, les données du SIASP et de tout autre acronyme que l'on connaît entre spécialistes mais qui ne se fusionnent pas forcément facilement, on n'a pas toujours été performant dans la territoriale pour avoir des chiffres à jour et cohérents sur des territoires. Et en particulier en Aquitaine, on a fait cet effort-là au niveau d'une coordination régionale pour produire ces données qui sont aussi la première pierre de la conférence régionale qui, elle, a été une première l'an dernier à Pau. La fonction publique représente plus de 5 millions d'individus, mais la fonction territoriale, donc, c'est à peu près 35%. Et vous allez aujourd'hui aborder uniquement la fonction territoriale. C'est ça, uniquement la fonction territoriale, à peu près un peu moins de 2 millions d'agents territoriaux au niveau national. De façon sémantique, je précise, quand on parle d'agents territoriaux, on parle tout à la fois des fonctionnaires territoriaux, c'est-à-dire des agents statutaires, et également des agents non titulaires, pour la grande majorité de droit public, mais également des agents de droit privé, en particulier les contrats aidés. Alors j'essaye juste de revenir en arrière. Je vous ai un peu perdu avec mes questions. Non, c'est ma commande peut-être qui... Attendez, je crois qu'elle est un peu bloquée. Alors, peut-être peut-on demander à un technicien quel est le... J'ai l'impression, je ne sais pas où... Regarder l'écran avec la télécommande plutôt. Mais j'ai beau regarder, je crois que c'est vraiment bloqué. Bon, en attendant que ce soit débloqué, je peux vous dire un mot déjà sur la répartition des agents en Aquitaine. Donc, d'après le dernier bilan de l'emploi, on compte au total un peu plus de 95 000 agents territoriaux en Aquitaine. Donc, 9% du salariat dans la région. C'est une donnée déjà assez simple, mais considérable par rapport à notre région. Parmi ces 95 000 agents territoriaux, 76 000 sont des fonctionnaires, donc une quote-part à 80% à peu près, et puis 16 500 sont des non-titulaires de droit public auxquels il faut assister les 3 000 assistants maternels et familiaux. Donc on est bien dans cette dimension en Aquitaine, 80% agents titulaires et 20% environ agents non titulaires de droit public, sachant qu'il faut ajouter à ces chiffres les 3 500 non titulaires de droit privé, qui sont des contrats aidés, l'apprentissage et puis depuis l'année dernière les fameux emplois d'avenir dont on reparlera dans la journée. Donc là, vous avez sur cette carte à l'écran la répartition de ces emplois en fonction des territoires. Vous voyez qu'il y a quand même de grandes différences dans les effectifs. Je crois que ça... Voilà, c'est reparti. Donc, des grandes différences dans les effectifs. Alors, des différences liées à plusieurs situations. Bon, forcément, à l'importance démographique des départements, liées aussi à la présence de structures administratives plus ou moins développées. Et ça marche. Et à ce qu'on appelle merci de votre intervention
rapide. Pointez la télécommande vers l'ordinateur qui est à votre droite. D'accord. Donc, des différents effectifs aussi liés au poids des administrations dans les départements en fonction d'un historique et de leur développement sur ces territoires-là, et de la façon aussi dont ont été mis en œuvre des services publics sur le territoire. Si je prends l'exemple du 47 et du 40 et des services à la personne, vous constaterez par exemple que dans le 40, vous avez une majorité d'agents territoriaux qui interviennent via en particulier les CCAS et les CIAS, alors que dans le Lot-et-Garonne, on a essentiellement des agents de droit privé via des associations comme l'ADMR et la SAD. Donc toutes ces différences sur le terrain, bien sûr, ont des répercussions par rapport à ce qu'on appelle le taux de fonctionnarisation, c'est-à-dire l'importance des fonctionnaires territoriaux relatifs à la population, que vous voyez à l'écran. Une autre dimension, c'est... J'avance trop vite, je pense. Ah, je crains que ça ne va pas être facile. On va s'y faire, hein, d'ici la fin de journée, on aura compris comment ça marche. Là, voilà, ça marche. Alors, du coup, voilà, c'est ça. Je voulais vous parler des femmes et du taux, et du taux de féminisation dans la... Ça va intéresser plein de gens. Dans la fonction publique territoriale, pour vous dire deux choses. D'abord, on a la chance d'avoir une fonction publique au niveau national, territorial, qui est majoritairement féminine. C'est bien sûr le cas en Aquitaine. On retrouve ce taux de féminisation dans les différents départements. Et ce qui est intéressant à souligner, c'est le fait que cette féminisation, elle vaut aussi bien pour les catégories C, B et A. Ce qui veut dire que, contrairement à une idée reçue, les femmes sont aussi majoritaires parmi les agents de catégorie A, là où ça se gâte, et on en reparlera peut-être aujourd'hui ou dans d'autres circonstances, c'est par rapport à l'accès aux emplois de direction, où là on a ce qu'on appelle des cages de verre ou des plafonds de verre qui empêchent ce taux de féminisation, qui l'empêche de se traduire sur les emplois de direction. Et répartition tout à fait classique dans la région Aquitaine, des répartitions par catégorie hiérarchique en particulier. Vous verrez que ce n'est pas une surprise de constater que les agents de catégorie C sont très majoritaires dans la fonction publique territoriale. Ça rejoindra tout à l'heure les analyses qui seront faites sur la précarité juridique, mais aussi précarité économique, même pour des agents qui sont statutaires ou titulaires de la fonction publique territoriale. Ensuite, des répartitions par catégorie hiérarchique, c'est fait, par filière. Là aussi, de façon tout à fait classique, l'importance numérique en Aquitaine des deux filières techniques et administratives, et puis ensuite la répartition que je ne vous détaille pas sur les autres filières. La répartition par type d'employeur, où là on a un enjeu important de GPEC, puisque le mouvement se fait principalement sur l'augmentation des effectifs des intercommunalités, mais en même temps on a pu constater dans les différentes études que les effectifs communaux pour autant sont stables, ou en tout cas ne diminuent pas, et toute une réflexion de la GPEC, de la gestion des effectifs se joue à ce niveau-là, et ça rejoint le thème devenu classique de la mutualisation dans les intercommunalités, mais c'est un thème aussi qu'on retrouve dans les centres de gestion qui ont été en fait les premiers à faire de la mutualisation au niveau, à l'échelle d'un département. Donc je poursuis avec ces données-là. Là, vous trouvez ici sur ce graphique la répartition des effectifs par strate communale, et vous voyez que contrairement aussi à une idée reçue, finalement, en Aquitaine, les effectifs dans les communes de moins de 3500 habitants, la somme de ces effectifs est plus importante que les effectifs des communes de plus de 3500 habitants. Donc ça signifie qu'on a d'abord beaucoup de personnels territoriaux dans les petites structures, et comme ces structures sont petites, forcément, on a une atomisation des employeurs et une répartition dans un très grand nombre d'entités par département, et forcément dans la région Aquitaine également.
Alors une autre donnée qu'on retrouvera tout à l'heure dans le débat sur la précarité juridique en premier lieu, c'est le statut et la répartition entre les non-titulaires et les titulaires. Vous voyez ici à la fois par catégorie cette répartition-là, et on retombe peu ou prou sur cette norme de 20% qui est inférieure à la norme nationale, il faut le souligner, s'agissant des contractuels au sein de la fonction publique territoriale en Aquitaine. Mais vous voyez aussi que ce chiffre est en augmentation, cette proportion est en augmentation dès qu'on regarde la catégorie C, et donc par conséquent, plus de contractuels dans la catégorie C que dans les catégories B et A, d'où le thème de la précarité, qu'elle soit juridique ou économique, si on la lie en particulier au temps non complet, qu'on traitera tout à l'heure dans les ateliers. Voilà, j'en ai fini avec la partie relative à la présentation des effectifs en Aquitaine, et j'enchaînerai ensuite rapidement sur les données de la Bourse de l'emploi. Donc voilà ces données. Je soulignerai en préambule que les centres de gestion, avant de réaliser ces enquêtes, ont fait l'effort de s'unir il y a déjà 3 ans au niveau aquitain pour disposer d'un portail unique qui s'appelle Emploi territorial et qui vous permet donc de disposer de toutes les offres, demandes d'emploi au niveau régional de façon unitaire. Et c'est également l'outil qui sert aux collectivités pour déclarer les vacances ou les créations d'emplois. Monsieur Deyre l'a évoqué. Il existe, c'est vrai, aujourd'hui plusieurs portails au niveau national, et il y a un projet dans les cartons. Alors il y a déjà un projet qui va être présenté par Bruno tout à l'heure par rapport au centre de gestion et à la fédération. Et à plus long terme, il y a un projet de portail interfonction publique pour présenter les offres des 3 fonctions publiques au niveau national sur un site unique. Oui, je lis effectivement dans votre panorama 53 500 offres d'emploi. Oui. National. Hein, national, pas au niveau, bien entendu. National, oui. Oui, c'est tout à fait considérable, puisque la mobilité dans la territoriale s'organise tout à fait différemment que celle de la fonction hospitalière ou celle de la fonction publique d'État. Il y a cette dimension de libre administration, et par conséquent, il y a aussi une dimension de recherche de la part des agents. Il ne faut pas oublier que malheureusement, on a aussi le phénomène des reçus-collés sur les concours, mais les agents qui obtiennent des concours dans la fonction publique territoriale sont certes sur un marché de travail quelque peu fermé, mais sont quand même sur un marché de travail. Il n'y a pas de mobilité organisée comme dans la fonction publique d'État. Ce système, avec beaucoup d'employeurs et beaucoup de mobilité, a des avantages et des inconvénients sur lesquels on reviendra. C'est quand même une drôle de chose, ces reçus-collés. Hein. C'est une particularité vraiment étonnante, vu de l'extérieur. Oui, mais ça veut peut-être... ça signifie aussi qu'on peut, malheureusement, il n'y a pas de généralité. Donc parmi les masses d'agents, il peut y avoir des profils qui sont ce qu'on appelle des bêtes à concours, donc qui réussissent bien des concours, mais qui pour autant ont plus de mal à vendre leur profil auprès d'employeurs sur le terrain, d'une part, et d'autre part, il y a aussi des agents qui ont des difficultés, eux, à valider par des concours des compétences qui sont incontestables sur le terrain. Donc, et ça, j'ai pris les 2 extrêmes volontairement, mais heureusement, au milieu des deux, la grande majorité arrive à faire correspondre à la fois le concours et le travail sur le terrain. C'est pour ça quand même que les reçus-collés voisinent toujours en fonction des concours entre 10 et 15% quand au bout des 3 ans, les listes d'aptitudes sont éteintes et fermées. Oui, on aura certainement l'occasion d'en reparler à propos de la précarité cet après-midi, de la table ronde. Et vous aurez certainement une foule de questions. Voilà, d'où l'intérêt pour les centres de gestion, et plusieurs ont mis des dispositifs en place pour accompagner les lauréats des concours et faire en sorte que justement leur profil puisse être mis rencontrer les besoins des collectivités sur le territoire. Après, c'est vrai que la mobilité est nationale. Donc là, on est sur un raisonnement aquitain, mais les recherches d'emploi au niveau de la territoriale se font bien, que ce soit
par liste d'aptitude ou par contrat ou par recrutement direct sur un plan national. Donc, des données sur la bourse de l'emploi, je vais aller très vite parce que on pourrait y passer, disons, la journée. Mais là, vous retrouvez toutes les données qui sont sur le site emploi territorial et qui sont croisées avec les données des autres systèmes nationaux. Alors, vous voyez déjà que la région Aquitaine est la 15e région en termes de génération d'offres d'emploi. Vous avez ici le détail, je reviens un peu en arrière, à la fois quantitatif voilà, et qualitatif. Vraiment du mal à... Voilà. Et ce que ça représente au niveau, en termes de graphique, donc vous voyez en particulier au niveau des offres sur l'année 2011, ce qu'on peut constater, c'est un tassement des offres d'emploi par rapport à l'année 2010. Ça, ce n'est pas une surprise dans la mesure où même les dernières, ce sont des chiffres 2011, mais même les dernières enquêtes 2013 avec le baromètre de l'emploi au niveau national montrent que dans le contexte actuel et dans une logique plus globale, l'ensemble des employeurs territoriaux visent à aujourd'hui, dans leur budget, à stabiliser leurs effectifs, voire à les réduire dans le cadre de mutualisation ou de départ à la retraite remplacés par des profils différents. Donc on retrouve ce tassement dans les graphiques relatifs aux offres. Donc des chiffres qui vont un peu à l'encontre de ce que l'on entend parfois, effectivement. On entend souvent dire que les collectivités locales, je pense notamment aux communautés de communes, aux communautés d'agglomération, qui ont tendance à recruter terriblement. Oui, mais disons que le débat est plus compliqué que cela pour plusieurs raisons. D'abord parce que on ne peut pas raisonner, si on raisonne sur 20 ans, alors c'est vrai que, je l'ai dit tout à l'heure, le développement des effectifs dans les sphères intercommunales ne s'est pas accompagné d'un jeu de vase communicant par rapport à la sphère communale. Bon, ça c'est une réalité, elle a été remarquée et ciblée en particulier par la Cour des comptes au niveau national, mais pour autant c'est plus complexe que ça, parce qu'en particulier dans le cadre de l'intercommunalité, se sont développés des services qui n'existaient pas dans les mêmes conditions il y a 20 ans. Alors soit ils n'existaient pas du tout, soit qualitativement, la façon de les mettre en œuvre a été modifiée. Je pense par exemple à tout le domaine de la petite enfance qui était inexistant il y a 30 ans, des services à la personne. Si on change de cadre au niveau de l'urbanisme, tout le travail de cartographie, les recrutements des géomaticiens, ce sont des nouveaux recrutements, mais dans des domaines qui n'existaient pas. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est pas la progression brute des effectifs. Ce qu'il faut regarder, certainement, le bon ratio, c'est les effectifs par rapport aux services rendus sur un territoire donné. On peut, en effet, avoir peu d'effectifs pour un mauvais service rendu. Merci de nous avoir donné tous ces arguments, effectivement, qui vont à l'encontre souvent de quelques a priori. Vous avez encore quelques éléments à nous donner avant que nous passions à la démonstration première nationale sur la Bourse de l'Emploi? Oui, je voulais... je vais être là aussi très rapide. Voilà, je suis tellement rapide que je suis déjà au bout de la... Alors, je reviens en arrière. Je voulais quand même vous parler des déclarations de création d'emplois. Là, on est déjà aux nominations, donc je reviens juste un peu en arrière. J'ai l'impression que je ne vais pas y arriver. Si, on y est. Voilà, donc juste un mot sur les déclarations d'emploi pour que vous ayez une idée de ce que cela représente au niveau du site emploi territorial et de l'Aquitaine. Donc 6150 déclarations de création d'emploi, c'est quand même quelque chose de considérable et ça rejoint les chiffres que vous avez cités. Notons l'importance des temps non complets parmi ces déclarations, puisque là aussi on rejoindra le thème de la précarité. On sait que ce soit sur le plan juridique ou économique, quand les temps, catégorie C, emploi à temps non complet, non choisi,
etc., etc. Quand ces différentes problématiques se croisent, on sait qu'on va tomber sur des dimensions de précarité, que ce soit, je le répète, pour des non-titulaires, mais également pour des titulaires de la fonction publique territoriale. Donc voici pour ces déclarations, et ça se traduit tout simplement en termes de nomination par les chiffres qui vous sont présentés ici de la même façon. Je terminerai donc l'importance du recrutement par contrat. Je soulignerai juste, alors non, un peu pour défendre l'Aquitaine aussi, que les chiffres qui sont les chiffres des recrutements par contrat en Aquitaine sont largement inférieurs aux chiffres nationaux et au recours au contrat dans d'autres régions. Donc c'est quelque chose dont on peut se féliciter, parce que ça signifie, et Bruno pourra en parler pour la couronne parisienne, où c'est beaucoup plus considérable, hein. Cela signifie que, pour des raisons que l'on ne va pas détailler, les employeurs territoriaux aquitains sont assez vertueux en la matière, et que le poids du recrutement par la voie du contrat augmente au niveau national, il augmente au niveau aquitain, mais il reste beaucoup plus contenu et mesuré qu'au niveau national. C'est quelque chose qu'il faut souligner. On l'a retrouvé d'ailleurs dans ce qu'on appelle les sélections professionnelles qui ont été mises en œuvre en 2013 et qui consistaient, je résume à gros traits, à transformer des agents territoriaux non titulaires en agents titulaires par des mécanismes de sélection. On a retrouvé ce phénomène-là puisque les effectifs qu'on a traités en Aquitaine sont quand même beaucoup moins importants que ceux qui ont pu être traités dans d'autres régions. Eh bien, merci. On retiendra ce bon point pour les Aquitains. Bruno Elus, donc vous avez en charge de nous présenter un nouvel outil qui est opérationnel d'ores et déjà? Alors, qui le sera dans les 15 jours qui viennent. Bon, parce qu'effectivement, moi j'ai eu la curiosité d'aller me promener sur le site et d'essayer. Et j'ai posé la question à cette bourse de l'emploi. Il m'a répondu poste disponible sur le département des Landes, 0. Donc j'imagine que l'outil n'est pas encore tout à fait opérationnel. Alors nous, on va faire un tour de magie aujourd'hui. On va pas faire Alors une grande première, effectivement. On s'imagine assis à son bureau devant son ordinateur et grâce à ce nouvel outil, cette nouvelle bourse de l'emploi, je peux savoir ce qui est à ma disposition. Partout en France. Alors effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, les offres d'emploi diffusées par les centres de gestion, alors ça ne recouvre pas l'ensemble des offres d'emploi, hein, puisque beaucoup y échappent, notamment en catégorie C avec les recrutements directs, mais les centres de gestion diffusent ou ont diffusé en 2011. Je vais prendre la zapette et je vais à mon tour... Et vous allez pointer effectivement dans votre dos, en regardant l'écran à votre gauche. C'est une sorte d'exercice, hein? Ouais, pas mal, hein. Donc, en 2011, les centres de gestion ont diffusé, vous l'avez dit tout à l'heure, 53 500 offres d'emploi, ce qui est considérable. Si on ramène ça aux offres qui sont diffusées quotidiennement sur l'ensemble des sites Internet, on arrive à peu près 4 500 offres en moyenne, chaque jour, accessibles en France pour la fonction publique territoriale. Donc, à l'heure où, effectivement, on est dans une situation compliquée en matière d'emploi, c'est une vraie solution pour les personnes en recherche d'emploi. Oui, on va naviguer hein, sur le site, mais effectivement, j'ai envie de poser la question, pourquoi avoir voulu faire cet outil alors qu'il en existait déjà par ailleurs? Alors, si on examine rapidement, encore une fois, on ne va pas rentrer dans le détail, mais la carte de France des offres d'emploi aujourd'hui diffusées par les centres de gestion, on s'aperçoit qu'à l'heure actuelle, et Joanne Jourdan en parlait tout à l'heure, on a grosso modo, et encore une fois, je ne les ai pas toutes citées là, on a 4 sites internet aujourd'hui qui permettent de réaliser des recherches d'emploi, qui sont répartis de manière un peu anarchique selon les départements, selon les historiques, etc. Ce qui, pour l'internaute lambda, rend les choses pas forcément très simples en matière de recherche d'emploi. Selon que vous habitez la Haute-Garonne, ou les Landes, selon que vous habitez le Lot-et-Garonne ou le Lot, le site qui diffuse les offres d'emploi pour votre département n'est pas le même.
Donc, à l'issue de réflexions longues au sein d'un certain nombre d'instances, et puis je profite de l'occasion pour dire qu'aujourd'hui, je parle au nom de l'ANDCDG, l'Association nationale des directeurs de centres de gestion, et notamment la commission emploi présidée par Dominique Savary, et aussi au nom de la Fédération nationale des centres de gestion, puisque ce projet est un projet commun. On va faire un numéro de duettiste d'ailleurs, parce que Sébastien Hutz de la Fédération nationale des centres de gestion est aux manettes dans les coulisses, et on fera tout à l'heure un numéro de magie pour vous faire une démonstration du site. Donc l'idée est effectivement venue de diffuser ou de créer un outil informatique qui permettra, dans les 15 jours qui viennent, de consulter, d'où qu'on soit, l'ensemble des offres d'emploi existants sur n'importe quel site internet de centre de gestion. Donc coordination des centres de gestion. Coordination des centres de gestion. Alors, présentation de cet outil et de ce portail. Alors, juste pour préciser quand même, pour ceux qui les ont utilisés, qu'une première étape avait été franchie à l'été 2012, où nous avions créé sur le site de la FNCDG un embryon de ce site internet commun que certains d'entre vous ont peut-être utilisé, et qu'aujourd'hui, nous en venons à la deuxième étape. Donc, ce moteur de recherche. Voilà, alors je vais essayer. Alors là, je suis en 3 dimensions, c'est compliqué. Ouais, non, alors, je n'arrive pas à accéder au site internet, donc help, au secours. Alors la magie, SOS. La magie va-t-elle opérer? Voilà, nous y sommes. On y est. Alors, voici le moteur de recherche qui permettra, à partir de la fin du mois de septembre... La mise au point n'est pas tout à fait parfaite. Hein, oh, c'est on pas a très un peu grave. de mal à lire. Je vais vous l'expliquer. Donc, cet outil, chaque nuit, ira taper dans les bases d'offres d'emploi actualisées de l'ensemble des centres de gestion et permettra différents types de recherches avec des offres classées par date de diffusion. Donc là, il est actualisé. Aujourd'hui, il fonctionne en accès réel. Donc si par exemple on fait une recherche nationale, ce qu'on peut faire sur le métier d'archiviste. Vous voyez, je vous avais parlé de magie. Donc vous n'avez même pas besoin de saisir le mot archiviste. Vous le prononcez, il s'écrit. Ça, c'est quand même effectivement une première nationale. Hein. Nous sommes très impressionnés. Et donc là, vous avez les 12 offres d'archivistes, offres d'emploi d'archivistes, qui apparaissent, quel que soit le centre de gestion, quel que soit le département et quelle que soit l'application Internet sur laquelle l'offre est diffusée. Elles sont classées tout bêtement par ordre de diffusion. Donc là, je ne vois pas très bien, mais on a des choses en Île-de-France. On a des postes. J'arrive pas à lire en fait. Enfin, on a toutes les régions de France qui apparaissent. Vous nous jurez que sur l'écran, on arrive à lire. Oui. Bon, c'est quand même pratique. Alors, on peut faire une deuxième démonstration qui peut être intéressante aussi. Enfin, sur le métier d'archiviste, c'est important parce que quelqu'un qui a un diplôme d'archiviste, par exemple, je sais pas, de l'université de Lyon, souvent a une recherche d'emploi qui est nationale et qui n'est pas limitée au site internet qui est utilisé par le centre de gestion du Rhône, qui en plus est un site internet un peu atypique qui s'appelle AT+, et qui est donc limité au territoire du Rhône. On peut faire le même type de recherche sur des emplois fonctionnels. On peut par exemple faire une recherche sur les postes de directeur général adjoint. Donc là encore, il est fréquent que les personnes qui postulent à ce type de poste aient une recherche régionale, voire nationale. Voilà, et donc nous avons 153 résultats sur les emplois fonctionnels de directeur général adjoint. Alors on ne pourra pas le faire ce matin, mais je vous engage à faire la comparaison avec le nombre d'offres qui sortent avec cette recherche-là sur la Gazette des communes. Sans vouloir faire de concurrence mal placée, vous en avez beaucoup moins. On est dans une relation de 1 à 2, voire 1 à 3. Donc là, il y a toute la liste des postes disponibles qui apparaît. Ouais. Et on peut cliquer et avoir des précisions sur chacun des postes. Si vous cliquez sur une offre, on peut essayer de le faire. Voilà. Vous arrivez sur l'offre telle qu'elle est diffusée sur le site internet d'origine. Alors là, en l'occurrence, c'est emploi territorial, si je ne me trompe pas.
par exemple. Donc, ce qui permet de respecter aussi l'intégrité de chacun des sites et de ne pas mettre en œuvre une guerre des clics entre ce moteur de recherche national et les sites internet qui sont impactés. Et une fois qu'on a accès à cette information, donc comment on continue? Comment on pose sa candidature? Comme le site internet en question le permet habituellement, c'est-à-dire soit en remplissant un formulaire, soit en répondant par offre de candidature classique par courrier ou par email. Donc, si on revient voilà, au site, on peut aussi faire d'autres types de recherches. Alors, je crois qu'on avait prévu là d'aller chercher, voilà, secrétaire de mairie. On va vous montrer qu'aussi on peut utiliser des filtres qui sont sur le côté gauche de l'application. Donc, on peut faire des filtres, on peut faire des recherches spécifiques, soit par région, par exemple l'Aquitaine, pour les postes de secrétaire de mairie, soit sur une somme de régions. Quelqu'un qui se trouve par exemple en Gironde peut très bien chercher des postes de secrétaire de mairie dans le sud de la Charente. Et donc là, on peut croiser des territoires pour accéder aux offres d'emploi qui sont actualisées sur ces territoires donnés. Alors, je pense qu'il aurait fallu voilà, annuler la recherche avant de lancer la suivante. Voilà. Donc là, si on tape secrétaire de mairie maintenant, et qu'on lance la recherche sur l'Aquitaine, l'Aquitaine, suspense est à son comble, voilà. Et le Poitou-Charentes, on a une liste de 12 offres qui répondent à l'ensemble des critères, secrétaire de mairie, soit en Aquitaine, soit en Poitou-Charentes. On peut aussi, alors on a plusieurs types de filtres. Vous voyez sur la gauche, on a un filtre géographique qu'on peut réduire d'ailleurs en cliquant sur le petit triangle qui est là, voilà. Et on a 3 autres types de filtres qui sont accessibles, notamment la filière, la famille de métiers ou la catégorie hiérarchique. Donc on peut indifféremment croiser l'ensemble de ces critères pour assurer une recherche. Donc, par exemple, si on fait une recherche en catégorie B, sur la filière sportive, si je me souviens bien, voilà. Alors là, c'est national et qu'on la limite à un territoire donné, par exemple l'Aquitaine hein, ou la Gironde, voilà. Les 2 offres diffusées pour la catégorie B dans la filière sportive en Aquitaine apparaissent sur la liste. Et comme tout à l'heure, on peut cliquer à l'intérieur pour accéder directement à l'offre. Dernier exemple, on peut aussi faire une recherche à partir de la famille de métiers, de la filière. La famille de métiers, je crois qu'on ne l'a pas testé. Donc là, je n'arrive pas bien à lire. Les arts du spectacle, par exemple. Voilà, vous avez la liste de toutes les offres diffusées. Vous avez un site de la fonction publique d'État qui s'appelle la BIEP. Il y a un site. C'est vrai que ça vous va bien le drapeau. Hein. Un site pour les cadres de la fonction publique hospitalière. Et justement, une des perspectives de cet outil, c'est à court ou moyen terme peut-être de travailler avec les autres fonctions publiques. Pourquoi pas même d'englober les autres fonctions publiques dans notre outil. Pour proposer une recherche, alors cette fois, au-delà de la fonction publique territoriale, sur l'ensemble des postes de la fonction publique. Donc, vous le disiez tout à l'heure, je crois, vous disiez plus de 5 millions, c'est 5,7 millions de fonctionnaires en France. Et il y a des ouvertures vers ce genre de On y travaille. Je te débarrasse. Merci. Je te rends ta tablette parce que ça va pas marcher. Merci. C'est bien le casque, hein, c'est prudent. Oui, donc des projets effectivement concrets de regroupement des différentes fonctions. En tout cas, il y a un dialogue qui est en cours avec la DGAFP, la Direction Générale de l'Administration, avec la Direction Générale des Collectivités Locales, peut-être à moyen terme avec la fonction publique hospitalière, pour voir dans quelle mesure cet outil-là pourrait être étendu à l'ensemble des fonctions publiques, ce qui permettrait à n'importe quel internaute sur le territoire français de chercher un poste, parce que à la limite, fonction publique territoriale, hospitalière ou d'État, globalement, ils s'en moquent. En tout cas dans un certain nombre de cas, et que ça pourrait être intéressant justement d'avoir un point d'entrée unique pour l'ensemble des offres d'emploi publiques en France. Alors qui fournit les offres d'emploi? Qui fait la mise à jour du site? Comment ça se passe? Ça doit être une mécanique un peu compliquée. C'est automatique, c'est ça l'avantage. C'est que Joanne Jourdan parlait tout à l'heure d'emploi territorial qui est utilisé dans les départements aquitains comme dans d'autres départements.
Les offres d'emploi sont mises en ligne par les services des départements en question, et le serveur ou la machine, chaque nuit, va absorber les offres d'emploi nouvelles mises en ligne. Donc tout ça est automatique. Bon, et il fonctionne toujours aussi bien oui, ça va derrière, oui, apparemment. Bon, écoutez. C'est le serveur qui est tombé, peut-être. Un micro est à votre disposition. Marie-Dorothée va vous le tendre. Souhaitez-vous apporter des précisions? Souhaitez-vous poser des questions sur le panorama de l'emploi territorial, sur le fonctionnement du site Internet? La parole est au public. Ne vous en privez pas. Vous pouvez, à l'issue de chaque atelier, prendre la parole, mais vous le savez aussi, cet après-midi, la table ronde sera un échange entre les intervenants et le public. Alors, y a-t-il des questions? Marie-Dorothée, êtes-vous sollicitée? Non, je vois rien. Non, les clowns en route non plus, mais on aura l'occasion de les revoir plusieurs fois dans la journée. On va peut-être... Oui? Alors, je vais en poser une question, moi. Ah, bonne idée. Un commentaire. Vous parliez tout à l'heure, c'est une parenthèse, mais des reçus collés. Alors, je donnerai l'exemple, localisé à la région parisienne, mais je pense qu'il est extrapolable à d'autres territoires. On a fait des travaux, nous, sur la réalité de ces reçus collés. Qui sont-ils? Et on s'aperçoit qu'effectivement, il y a 10 ou 15% de personnes qui ne sont pas sorties des listes d'aptitude après 3 ans. Cela dit, quand on regarde dans le détail, on s'aperçoit aussi que ce sont des gens qui ont parfois d'autres concours, des gens qui ont pris des emplois dans le secteur privé ou dans le secteur associatif, des gens qui ont préféré, pour X raisons, conserver leur situation contractuelle dans leur collectivité, et qu'au réel, les véritables reçus collés, ceux qui cherchent réellement à se caser sur ces listes d'aptitude, constituent une petite part de ces 10 ou 15%. Ils sont grosso modo entre 3 et 4% sur un certain nombre de concours, etc. Donc ça limite quand même la réalité, ou en tout cas l'importance du phénomène des reçus collés. Eh bien, nous vous écoutons. Non, Oui. Voilà. Monsieur Michel, donc j'interviens cet après-midi sur la table ronde. Je me permets d'intervenir sur les reçus collés. Donc, suite à l'accord qui avait été signé au mois de mars 2011, qui a donné la loi du 12 mars 2012, qu'on parlera tout à l'heure, il y a une enquête de l'inspection générale, justement, qui était basée sur les reçus collés, mais sur concours. Voilà. Et il y a aussi, hélas, des reçus collés sur examen professionnel aussi. Tous ces nombres d'agents qui sont reçus, je ne parlerai pas de la filière administrative, notamment sur les rédacteurs, puisqu'il y a plus de 6000 agents qui attendent toujours un poste là-dessus. Voilà, donc c'est vraiment une question fondamentale là-dessus, c'est savoir comment, quand on passe un concours ou un examen professionnel, on arrive à pouvoir accéder à cette nouvelle fonction, à ces nouvelles fonctions. Et on en reviendra cet après-midi. Il y a maintenant, hélas, qui se développe de plus en plus, c'est les ayants fonction. Voilà, là-dessus. Voilà. Et je voulais aussi intervenir sur l'histoire de la mobilité. Donc c'est vrai que le versant de la fonction publique État, ils ont une mobilité parce que c'est dans leur culture. Alors, là-dessus. Nous, la territoriale, on est vraiment cantonné à notre collectivité et c'est vrai qu'on n'est pas trop pour aller à droite et à gauche une fois qu'on a réussi un examen ou un concours professionnel. Je pense que c'est dans la mentalité. Voilà, et voilà. La fonction publique d'État est verticale, la fonction publique, le versant territorial est horizontal. Voilà, c'est toutes ces questions qu'on doit approfondir et c'est vraiment un changement de mentalité qu'on doit intégrer. Juste peut-être un élément de réponse, ou en tout cas un élément de confirmation. Il suffit de comparer la structure des deux fonctions publiques, État et territoriale. On a d'un côté 60% d'agents de catégorie A à l'État, on en a 80% de catégorie C dans la territoriale. Et c'est vrai qu'on peut imaginer que les moteurs de la mobilité, carrière, rémunération, emploi, etc., ne sont pas les mêmes dans les deux situations. Et que donc effectivement, la mobilité en tant que telle, comme vertu, parce que c'est comme ça qu'on nous la présente en règle générale, la mobilité n'a pas le même succès dans la fonction territoriale. Là encore, nous, on a fait des travaux récemment en Ile-de-France sur la réalité de la mobilité inter- et intra-fonction publique. Les chiffres sont dérisoires. Les gens sont peu enclins à utiliser la mobilité. Probablement pas parce que les dispositifs ne sont pas adaptés, mais probablement peut-être aussi parce qu'ils n'en ont pas vraiment besoin. Sauf sur un terrain, où là, pour le coup, on aurait véritablement besoin de dispositifs et d'outils, et où on ne les rencontre pas toujours. C'est la question du maintien dans l'emploi pour la mobilité non choisie, les reclassements, etc. Où là, on manque cruellement d'outils et de moyens, ressources et techniques. Merci, messieurs. Merci, Joanne Jourdan, pour votre intervention. Merci, Bruno Elus. Nous allons passer à l'autre atelier. Oui, je crois qu'on peut les applaudir, effectivement.